2025. Nous inaugurons cet après-midi en compagnie de Hubert Etienne. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes chercheur en éthique de l'intelligence artificielle, vous êtes président de Quintessence AI et fondateur de la Paris Conference on AI and Digital Ethics, la principale conférence de recherche au monde sur ces sujets, dont la prochaine édition se tiendra en juin à la Sorbonne. Vous êtes docteur en philosophie de l'intelligence artificielle, vous enseignez à HEC, à l'ESCP et à Sciences Po Paris, et auparavant vous avez travaillé 5 ans au sein de Meta, donc pour ceux qui l'ignoreraient, la compagnie mère de notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Vous avez aussi été chercheur invité aux universités de Harvard, Oxford ou Stanford notamment. Alors, première question, Hubert Etienne, qu'est-ce que l'IA change ou ne change pas dans l'équation de la guerre informationnelle que nous vivons actuellement? Si, ça fonctionne, très bien. Merci de me recevoir. Augustin, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Et alors au niveau de ce que ça change, la question c'est aussi qu'est-ce que ça ne change pas. On a eu beaucoup de fantasmes à partir des premiers deepfakes. Les premiers deepfakes, c'est 2016 à peu près. On a quelque chose qui s'appelait le Project Synthesizing Obama. Il s'agissait en fait d'arriver à mettre les mots qu'on voulait dans la bouche d'Obama. Et donc de lui faire dire à peu près ce qu'on voulait. Donc il y avait du travail autour du pourtour de la bouche, et c'était du travail à la fois sur de la vidéo et sur de l'audio, pour pouvoir parler comme Obama et calquer ça sur une vidéo. Donc ça c'était 2016, et on a eu beaucoup de fantasmes à partir de là. Beaucoup de journalistes et de politiques notamment se sont dit c'est la fin d'une ère. On rentre dans un nouveau monde dans lequel on ne saura plus ce qui est vrai, ce qui est faux, quel est du contenu réel généré ou pas par intelligence artificielle. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, en dépit du fantasme, on n'a pas vu tant d'évolution que ça. Donc c'était très attendu. Il y a eu des choses qui ont été moins attendues, effectivement, sur l'IA générative, donc, notamment sur les deepfakes. Par exemple, il y avait une organisation qui suivait ça de près, qui s'appelait Deep Trace, qui s'appelle toujours Deep Trace, qui a publié plusieurs rapports en montrant qu'il y avait très très peu de manipulation de l'information, enfin des deepfakes à connotation politique. Il s'agissait surtout, en fait, à ce moment-là et pendant plusieurs années, de faire du deep porn, c'est-à-dire en fait de déshabiller des personnes pour faire pression sur elles ou pour faire du business aussi. Donc c'est amusant de voir en fait que parfois on attend quelque chose et c'est quelque chose de tout à fait différent qui se produit. Ça ne veut pas dire, et j'insiste sur ce point, qu'on ne verra pas de manipulation de l'information avec des deepfakes. On en a vu, on en aura sans doute plus, mais la question c'est qu'est-ce que cette technologie change vraiment dans la guerre informationnelle. Et moi, des recherches que j'ai menées, de ce qu'on a vu sur des consensus d'autres chercheurs, en fait, ça n'a pas été utilisé comme on l'attendait à ce niveau-là. Ce que ça peut changer, c'est un changement d'échelle. Effectivement, on a des technologies qui peuvent produire en masse des deepfakes, qui peuvent s'adapter à des audiences pour les manipuler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre, il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant, moi, des recherches que j'ai conduites sur la désinformation, on voit qu'il y a des techniques, vous savez, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, la manipulation de l'information. On voit ça depuis le début de l'humanité à peu près. Sun Tzu en parlait déjà bien avant notre ère. Exactement, puis si vous avez vu le film Les Illusions perdues, on voit ça très bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Maintenant, on a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour manipuler de l'information. J'avais identifié à peu près 6 méthodes qui étaient largement déployées aux États-Unis, en France et en Angleterre, surtout aux États-Unis. Et dans ces 6 méthodes, on n'avait pas du tout d'IA générative. Ce qu'on avait, c'est surtout des techniques qui allaient travailler sur la manipulation cognitive. On a des techniques qui manipulent sur la psychologie. Je vous donne un exemple très classique aux États-Unis, c'est pour discréditer un parti ou pour discréditer une action, par exemple pendant Black Lives Matter, il s'agissait de dire que les manifestants avaient saccagé des cimetières de vétérans. Voilà, ça parle rapidement à une frange de la population et les gens s'énervent très rapidement. Donc c'est travailler sur les affects, c'est aussi travailler parfois à l'angle de différents mécanismes, par exemple en disant, bon, on vous a menti sur ça, il y a beaucoup de scandales politiques dans tous les pays, on vous a menti sur ça, sur quoi d'autre est-ce qu'on pourrait vous mentir? C'est ce qu'on appelait le tipping point, et c'est le fait de se baser sur des choses qui sont avérées, des scandales avérés, pour essayer de dévier une population qui est plutôt avertie. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de méthodes qui existent, on a du Photoshop depuis longtemps, on n'a pas besoin de deepfake pour faire ce genre de choses, et encore une fois, la recherche change et les méthodes changent régulièrement, mais à ce jour, dans mes travaux et dans ceux de collègues, on n'a pas vu l'événement qu'on attendait d'un point de vue désinformationnel.
D'accord, mais alors quand même, ce phénomène de masse dont vous parlez, est-ce que ça fait que l'intelligence artificielle amplifie la désinformation ou non? Alors, est-ce qu'elle peut l'amplifier? Effectivement, d'un point de vue théorique, on voit ça. Maintenant, qu'est-ce qui compte dans la désinformation? Je vous disais, ce phénomène, on l'attendait, on ne l'a pas forcément vu. Il y a des choses, cette ère de la post-vérité, en fait, on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout amenée par de l'IA, elle est amenée par des personnes. Je pense à une certaine élite américaine qui dit ouvertement, maintenant, le but, c'est plus la vérité, c'est le narratif qu'on peut tirer, comment est-ce qu'on va raconter l'histoire. Et donc, on a une guerre, on va dire, de narratif aujourd'hui à ce niveau-là, mais c'est amusant de voir que quelque chose qu'on attendait par la technologie arrive, effectivement, mais par un autre biais qui est celui des humains. Sur les méthodes d'amplification, je pense que on en parlera sans doute tout à l'heure, mais c'est vraiment la confiance citoyenne qui est au cœur de ce jeu-là. Comment est-ce qu'on l'attaque? Mais il y a d'autres choses là on parle de désinformation, il y a des endroits dans lesquels on a vu de l'IA générative être très efficace, notamment en cybersécurité. Je vous donne un exemple, les arnaques au président. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, il s'agit en fait d'appeler quelqu'un d'un service, par exemple d'achat, en se faisant passer pour le président de l'entreprise afin de pouvoir bypasser un certain nombre de procédures, en disant vite, il faut payer tel client, il faut faire un virement. Et en fait, avec de l'IA générative, on arrive à moduler sa voix pour donner la voix du président ou une vidéo. C'est des choses qu'on a pu voir. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les grandes plateformes gèrent ce phénomène de l'intelligence artificielle dans ses impacts éventuels de désinformation? Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est assez complexe, mais pour le rendre assez digeste, disons, il y a deux choses. Vous avez dans ces grandes plateformes des équipes déjà qui travaillent sur tout ce qui est ingérence. Donc là, vous avez des équipes qui travaillent sur des actions coordonnées de certains États ou de certaines cellules malveillantes qui cherchent à altérer l'intégrité des scrutins notamment. On a des régulations en France sur ces sujets-là et c'est des choses qui sont mises en place par les grandes plateformes. De façon plus globale, vous avez des services qui traitent la désinformation. Je peux vous rendre rapidement la façon dont ça fonctionne chez Meta, par exemple. En tout cas, ça fonctionnait, avec une petite différence puisque ça a changé il y a quelques semaines, qui était une façon assez astucieuse en fait de l'adresser. Vous avez un problème qui est très compliqué, parce qu'il y a la question de rapport à la vérité. Personne ne veut vraiment être l'arbitre des vérités. Donc comment est-ce qu'on trouve une source de légitimité? Il y a des questions qui sont très compliquées. Et la façon dont les plateformes, notamment Meta, traitaient ça jusqu'à présent, c'est de dire on ne peut pas faire sans de l'IA. Donc vous avez 3 étapes. Première étape, ce sont des utilisateurs comme vous et moi, qui signalent du contenu sur la plateforme. Ensuite, vous avez un filtre algorithmique qui va détecter, qui est très puissant pour détecter ce qui a une forte tendance ou non à être désinformationnel. Et à partir de ça, si vous passez un certain seuil, on donne des scores en fait au contenu, le contenu va être listé pour que des journalistes, des professionnels de l'information, ce qu'on appelle des fact-checkers, et qui sont donc dans des rédactions journalistiques, puissent eux vérifier l'information. Ce qui est très important, c'est qu'à ce niveau-là, quand ils décident, donc eux décident de ce qui vérifie ou non, et quand ils prennent une décision sur un contenu, ils doivent apporter une preuve. Donc généralement, vous avez une information, ils doivent montrer que cette information a été debunked par un autre professionnel journalistique qui a fait la recherche. Donc ça vient toujours avec une preuve, et ensuite, vous avez une action de modération qui est prise en fonction des différents... Est-ce que vous êtes sur Explorer, sur Messenger, sur différentes choses. Et puis, vous avez un deuxième filtre algorithmique qui va chercher à appliquer la même décision de modération à tous les contenus similaires de la plateforme. Le but, c'est que quand vous avez 500 contenus qui sont très similaires avec la même fausse information, les 500 ne soient pas modérés humainement un par un. Donc ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que vous avez une alliance entre des outils algorithmiques qui permettent d'adresser un volume qui est démentiel. On ne pourrait pas faire sans. Et une décision qui reste humaine. Donc ça, c'est un système qui fonctionnait pas mal, en tout cas c'est plutôt astucieux. Maintenant, dans ce combat-là, il ne s'agit pas juste de vérifier un maximum de choses, il s'agit de le faire dans un temps raisonnable. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est que vous êtes sur des volumes de données qui sont monstrueux. Quand vous êtes, par exemple, sur Instagram ou Facebook, vous avez chaque mois des centaines de millions de signalements qui sont faits. Là, je vous parle juste de la désinformation. On ne parle même pas de la haine en ligne, de tous les autres signaux qui doivent être modérés. Et donc, vous êtes dans une course perpétuelle avec un goulot d'étranglement qui se situe au niveau des fact-checkers. Donc, pendant longtemps, j'ai considéré que c'était un système qui était astucieux, mais qui ne tenait plus pour modérer 4 milliards d'interactions. On a eu des changements qu'on connaît il y a quelques semaines, maintenant où les fact-checkers ont sauté, il y a un nouveau régime qui est en train d'être mis en place. Et je pense que ça va, sans commenter sur le contexte particulier dans lequel ça a été mis en place, en tout cas, le fait de passer par des méthodes qui sont plus décentralisées et qui reposent davantage sur la communauté d'individus. Pour modérer 4 milliards de personnes, il faut des millions de personnes.
Et donc, il fallait aller de plus en plus vers ce type de système. Je ne pense pas qu'on ait trouvé le meilleur jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est la bonne voie, je pense. Je ne vais pas vous demander de commenter cette décision de votre ancien employeur, Mark Zuckerberg, il y a quelques semaines que vous évoquiez, mais de manière plus générale, quand les grandes plateformes décident de moins modérer leurs contenus, parmi lesquels des contenus de désinformation, est-ce que c'est de l'opportunisme politique pour s'adapter à la nouvelle administration américaine, ou est-ce que c'est plutôt pour des raisons commerciales, puisqu'on sait que les contenus dissensuels génèrent beaucoup plus de trafic et d'interactions que les contenus consensuels? Quelle est la raison profonde de ces décisions, d'après vous? Alors, la raison profonde, je ne saurais pas vous la donner. Je ne suis malheureusement pas dans la tête de Mark Zuckerberg ni des autres. Maintenant, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que c'est une question périlleuse, on l'a dit, d'un point de vue de recherche extrêmement compliqué. Il y a eu des efforts vraiment qui ont été menés dans ce sens-là, et je pense qu'il faut quand même les reconnaître. Bon, moi, je considérais toujours en tant que chercheur que c'est pas assez, mais ça, c'est autre chose. Il y a aussi le fait que personne ne veut traiter ce sujet-là, soyons honnêtes. Les politiques ne veulent pas être l'arbitre de la vérité. On l'a vu en temps de Covid, où vous avez eu une levée de bouclier des rédactions journalistiques, quand le gouvernement a mis en place un site d'information en disant voilà les informations qui sont avérées sur le Covid et le reste est faux. Et les journalistes ont dit non, on ne peut pas avoir un ministère de l'information, on a déjà connu ça. Bon, c'est un petit peu la même chose qui se passe pour les grandes plateformes. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose autour de ça, personne n'a la solution et je pense que tout le monde pagaille un petit peu sur ce segment-là. D'accord. Alors, est-ce que la désinformation, donc soutenue par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle contribue, d'après vous, à renforcer la défiance des citoyens envers leurs dirigeants? Vous avez un peu évoqué ça tout à l'heure. Alors la défiance, il faut en parler parce que je pense que c'est le cœur du sujet. On a parlé de méthodes de désinformation, comment est-ce que ça fonctionne un petit peu, quelles sont les techniques qui sont utilisées. On a parlé de la façon dont les plateformes essaient de traiter ça. Pour moi, le cœur du sujet, c'est la confiance. Parce qu'on peut avoir un volume immense de désinformation. Est-ce qu'elle a prise sur la population ou pas? Est-ce qu'elle accroche? C'est là, en fait. C'est la question de la résilience citoyenne. Et cette résilience, elle vient avec une confiance dans les institutions, qui a peut-être, sans doute, je pense, été un petit peu accélérée par en fait, l'accélération des interactions sociales et du monde numérique. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Vous avez un excellent historien qui s'appelle Pierre Rosanvallon, vous pouvez sans doute, qui a écrit un très beau livre sur la contre-démocratie, gouvernance à l'âge de la défiance, qui remonte au moins jusqu'à la Révolution, en parlant des mécanismes de surveillance du pouvoir qu'on a mis en place. Donc, c'est quelque chose d'ancien, et c'est quelque chose qui frappe fondamentalement aujourd'hui l'Occident. Vous avez des chiffres qui ne cessent d'augmenter sur la défiance citoyenne. En France, France et Europe, on est autour de 83% de défiance, c'est-à-dire dans les derniers sondages de gens qui considèrent que leurs représentants politiques sont corrompus. Ça va loin. Aux États-Unis, on est autour de 75%. Quand vous allez en Chine, en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Singapour, vous avez des chiffres qui sont complètement différents. Alors, de quel ordre? Je ne les ai plus en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vous avez en tout cas quelque chose de mémoire des chiffres que j'avais vus, notamment sur la Chine, on était autour de 80%. Alors, modulo, pas mal de choses, mais on aimerait bien se rassurer en se disant non, mais tout est truqué parce que c'est les Chinois. En fait, il y a quand même pas mal de correspondances et je pense que ça vient d'un fait, c'est que les Chinois ont dit on est une puissance moyenne, on va devenir une très grande puissance en investissant sur ça, et ils l'ont dit, ils l'ont fait, et il y a eu des résultats. Parce qu'on a beaucoup plus de mal à faire dans d'autres démocraties qui sont plus matures et qui ont beaucoup plus de coûts de fonctionnement, je dirais. Donc il y a vraiment cette question de dire la confiance, à mon sens, c'est l'or du 21e siècle. Pour les gouvernements, sans confiance, vous ne pouvez plus rien faire. L'action policière n'a plus de sens, enfin, tout s'inverse en économie, les politiques de relance keynésienne ne fonctionnent plus. Enfin, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont vraiment ripés et c'est quelque chose qui est ancien. Donc comment est-ce qu'on, je finirai peut-être là-dessus, mais comment est-ce qu'on arrive à remettre en place une confiance et notamment sur l'IA, vous savez, on parle beaucoup d'IA de confiance, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Le but, c'est pas de dire aux gens, il faut que vous ayez confiance dans l'IA, ça n'a aucun sens. Ni il faut que vous ayez confiance dans les gens qui développent l'IA, non plus. C'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour renouveler une confiance citoyenne afin de redonner de la force à la société et aux institutions. J'imagine qu'il est difficile de mesurer la part de l'intelligence artificielle dans l'augmentation de cette défiance. Alors, à mon sens, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'elle est elle est plutôt infime. Je ne saurais pas la quantifier, mais pour moi, le problème est véritablement politique. Quand vous avez confiance dans votre gouvernement, si vous voyez des fausses informations qui passent, vous savez que c'est faux. Ça n'a pas prise. Du moment où vous avez déjà
beaucoup de suspicions vis-à-vis du gouvernement, la moindre information, on va travailler sur ce qu'on appelle un biais de confirmation cognitif. Et on va dire, ah bah oui, ça confirme tout ce que je pensais, à savoir qu'ils sont corrompus, qu'ils n'ont pas nos intérêts en tête, enfin ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur la surface d'adhérence qu'une désinformation peut avoir sur une population qu'il faut travailler, je pense. D'accord. Donc là, on vient de parler des éventuelles incidences négatives de l'intelligence artificielle. D'un point de vue plus positif, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser, l'IA, pour lutter contre la désinformation ? Alors si, je vous ai donné déjà un premier exemple qui est sur les méthodes de modération qu'utilisent les plateformes. Aujourd'hui, on ne peut pas modérer une plateforme sans IA. Très clair. Enfin, une plateforme avec des millions ou des milliards d'utilisateurs, c'est pas possible. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, vous avez un travail assez intéressant qui est sorti il y a quelques mois de nos collègues du MIT, qui montre que des discussions avec une IA générative, qui est donc un chatbot en fait, qui est calibré d'une certaine façon pour pouvoir challenger des gens sur des opinions, arriver à avoir des effets intéressants pour les ramener, j'ose pas dire les ramener à la raison, parce que ça serait un positionnement moralisateur, mais en tout cas, ramener une forme de cohérence dans le propos et une forme de discussion. Et ce qui est intéressant autour de ça, bon, c'est des travaux qui sont préliminaires, hein, il faut qu'ils soient complétés, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste dans les 2 heures qui suivent l'expérience. C'est quelque chose qui a été confirmé 1 mois, 2 mois après, pour réduire significativement le décrochage de certaines populations vis-à-vis de discours désinformationnels. Et voilà. D'accord. Et alors, complotiste, c'est le mot que je cherchais. D'accord, ok, complotiste. Alors du coup, maintenant, on va parler de votre cœur d'expertise, l'éthique. Qu'en est-il de l'éthique dans cette guerre informationnelle en cours ? Est-ce que tous les coups sont vraiment permis ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus également. Peut-être sur l'éthique, la question c'est toujours qu'est-ce qu'on vise. Vous avez votre éthique individuelle, chacun son éthique, on a des éthiques sociales, et puis on a aussi ce que l'État vise. Je vous parlais de la confiance parce que pour moi c'est vraiment la colonne vertébrale d'un régime politique. Sans confiance, tout s'effondre. Et donc l'objectif, à mon sens, pour un État, c'est de dire aussi comment je prends mes décisions pour assurer le maintien d'une forme de confiance. Vous avez différents niveaux de confiance, hein. Peut-être pour en dire un mot, on a 2 mots en anglais qui s'appellent reliance, je dirais plutôt fiabilité en français, et trust, la vraie confiance. Sans vous faire toute l'étymologie du terme, ça renvoie vraiment à quelque chose de la foi, à credere. Et donc vous avez 2 types au moins qui fonctionnent. Là, je suis assis sur une chaise. Bon, quand je me suis assis, j'ai regardé un petit peu la chaise, je me suis dit a priori, elle ne devrait pas s'effondrer sous mon poids. Si elle s'était effondrée, j'aurais pas dit j'ai été trahi par la chaise, il y a un manque de confiance. Donc là, c'est une forme de fiabilité, je dirais un petit peu instrumentale. Quand vous avez un ami à qui vous confiez quelque chose, quand vous rentrez chez vous, exemple très simple, vous rentrez chez vous, vous tombez sur votre femme ou votre mari, il y a un corps sur le sol, il y a du sang partout, il a un couteau dans la main, et vous dit faut que tu me fasses confiance, vraiment c'est pas moi. Bon, à ce moment-là, vous avez tous vos signaux rationnels qui vous disent c'est lui, mais vous placez quelque chose au-delà, qui est le centre du monde devient la confiance que je pose sur cette personne en disant très bien. Ça doit être une machination, quelque chose se passe. Vous changez votre centre autour de ça. Ça, c'est de la confiance pure. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de passer, notamment avec les questions d'IA générative, vers un système où on a de moins en moins de fiabilité dans l'information, dans ce qu'on peut voir. Une photo ne pouvait pas... On n'imaginait pas qu'une photo soit truquée il y a quelques années. Bon, enfin, maintenant, si. Maintenant, on pense à une vidéo qui peut être truquée. Donc, on fera de moins en moins confiance. On accordera de moins en moins de fiabilité à des choses. Et je pense qu'on va vers un système où on donne notre confiance pure à des individus, quoi qu'ils disent, et peut-être un phénomène de tribalisme qui peut s'organiser autour de ça. Donc ça, c'est le premier point sur la confiance, et pour répondre à votre question qui en découle. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi ? Bon, les philosophes vont s'épancher sur la question pendant des heures, hein, mais pour revenir à quelque chose de très concret, quand on parle de désinformation et de cyberinfluence, on parle d'influence. L'influence, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on a développé dans le marketing, dans pas mal d'outils. Et vous avez notamment aux États-Unis, quand on parle de manipulation numérique ou digitale, vous avez 2 grandes écoles, celle du nudge, que vous connaissez peut-être. Expliquez quand même ce que c'est, rappelez-nous ce que c'est avec le nudge. Alors le nudge, c'est une école qui a commencé entre Chicago et Harvard, avec Kassenstein notamment et Richard Taylor, qui est un prix Nobel d'économie comportementale, qui travaille sur la manière dont ce qu'ils appellent un environnement de décision va influencer vos décisions. Donc par exemple, comment vous êtes habillé, la forme des objets qui sont autour de moi, les formulaires qu'on va remplir, est-ce qu'on doit opt-in ou opt-out, cocher pour dire oui ou cocher pour dire non. Comment est-ce que tous ces éléments de prise de décision vont influencer au final le fait que les gens aillent d'un côté ou de l'autre. Et ils envisagent ça comme une nouvelle forme de gouvernance des interactions. Donc,
si vous voulez, vous avez ce premier élément. Vous avez un deuxième élément, ce qu'on appelle la captologie, qui est plutôt l'école de Stanford, qui travaille sur ces méthodes, on va dire, de manipulation, au sens neutre, en ligne. Comment est-ce qu'on fait que les gens cliquent sur un bouton plutôt qu'un autre sur un site internet? Comment on les fait s'inscrire ou on les empêche de se désinscrire? Toutes ces méthodes-là s'appellent la captologie. Puis il y a un laboratoire très fameux qui a été créé là-bas. Et puis vous avez à peu près l'essentiel de la Silicon Valley qui a été formé, les designers, dans cette école. Donc la question qui est derrière, et ça c'est un élément très intéressant que pousse justement la personne qui a lancé le nudge, il dit on ne peut pas s'empêcher de nudger. C'est-à-dire que quand vous designez un site internet, quoi que vous fassiez, on ne peut pas être neutre. Donc il faut juste savoir il faut juste essayer de comprendre quels sont les éléments qui vont influencer la décision et est-ce qu'on veut les faire tendre d'un côté ou de l'autre des décisions. Ma réponse en plus court serait on ne peut pas s'empêcher d'influencer. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous avez forcément vos idées, vous le dites d'une certaine façon. Quand votre enfant veut une barre de chocolat et s'il sait que le lundi matin vous allez dire non, mais le vendredi soir plus oui, il va aller voir plutôt sa mère ou son père, plutôt une certaine heure de la journée. On ne peut pas s'empêcher de faire ça. Donc la question c'est quelles sont les règles morales qu'on peut poser, en tout cas les limites qu'on peut s'imposer sur ces mécanismes-là en étant d'abord conscient des effets qu'ils vont produire. Alors du coup, comment pourrait-on influencer, nudger, je ne sais pas si ce sont les bons moyens de le faire, mais sensibiliser le public à ces problématiques de désinformation et de ces vecteurs en fait. Comment éduquer les gens à être un petit peu critiques par rapport au contenu qu'ils voient défiler toute la journée sur leur feed? Alors je pense que les Français sont déjà pas mal critiques. On a une vraie culture de l'esprit critique, parfois peut-être un peu trop même, mais il y a pas mal de choses. Il faut déjà s'informer nous-mêmes. Vous savez, j'entends souvent sur les questions de désinformation des lieux communs qui en fait ont été renversés par la recherche. Quelque chose qui paraît un petit peu évident, c'est de dire que des jeunes de 15, 16, 17 ans sont moins habitués aux interactions sociales et du coup vont être peut-être plus prompts à se laisser berner par une fausse information. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment sur les réseaux sociaux, que les gens qui propageaient en masse des désinformations avaient plutôt entre 45 et 60 ans. 7 fois plus, dans l'étude que j'avais lue là-dessus. Donc, il faut aussi vérifier, donc il faut faire la recherche pour vérifier qu'on n'est pas en train de partir dans une mauvaise direction. Je vous parlais tout à l'heure des questions de désinformation sur les deepfakes. En fait, ça a pris un virage complètement différent. Donc, il faut rester vraiment à jour de ce qui se passe, ce qui est déjà un gros sujet. Et le deuxième, il faut faire de la sensibilisation dans les écoles, bien sûr. Mais c'est des sujets qui existent depuis longtemps. On parle beaucoup de cyberharcèlement. C'est un gros sujet. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé le harcèlement. Ils leur ont donné des nouvelles voies d'expression. Et ce qui est peut-être... moi, je me réjouis peut-être, si on peut dire ça comme ça, au moins que du moment où c'est sur une plateforme plutôt que dans une cour de récréation, c'est la poursuite, dans tous les cas. On a des moyens d'intervention. On a des moyens d'observer ce phénomène, de travailler dessus et d'intervenir sous des nouvelles formes qui n'étaient pas le cas avant. Donc il faut penser à tout ça et il faut essayer de le développer. D'accord. Hier, j'entendais Joseph Nye, le père du concept de soft power, qui intervenait dans notre forum et qui expliquait que la différence qu'apportaient donc les réseaux sociaux, pas spécialement l'intelligence artificielle, c'est qu'autrefois, l'idiot du village n'était connu que de son village. Désormais, tous les idiots du village du monde entier sont connectés entre eux, peuvent se connecter entre eux. Est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose justement pour lutter sur ce qu'on pourrait qualifier d'international de la désinformation? J'aime beaucoup votre expression. Vous parlez de l'idiot du village. Bon, je pense qu'on est tous idiots de quelqu'un. Et souvent, sur ces questions-là, je le prends pour moi aussi, on a tendance à raisonner un petit peu dans un petit cercle élitiste en se disant, nous, on sait, les autres ne savent pas. Et pourquoi est-ce que les autres ne réagissent pas comme on attend d'eux qu'ils réagissent? Bon. Je pense que le plus important, c'est vraiment de rester humble sur ces questions. Pourquoi aussi? Parce que quand on fait montre d'une certaine arrogance sur ces questions, ce qui a été le cas beaucoup dans la désinformation, en disant vous avez l'élite qui sait, et puis les autres qui ne savent pas et qui sont sujets à la désinformation et qui sont complotistes et qui comprennent rien dans tous les cas. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, on les perd complètement. Ils partent sur d'autres réseaux, ils partent sur des plateformes sur lesquelles ils font sécession avec la société. Donc, le plus important, c'est peut-être d'essayer de les garder et de... Quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est de dire comment est-ce qu'on peut dire qu'on a tort. On dit tous des bêtises. Parfois on stage, parfois non, j'espère pas aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut parfois en débat télévisé? Et parfois on s'enferme dans son erreur parce qu'on a peur de passer pour un idiot. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes sur les plateformes, dans les débats télévisés, en fait sur l'espace médiatique de façon générale, pour que ce soit pas grave de dire je me suis trompé là-dessus, mon chiffre était faux.
on est tous soumis à l'erreur. Et avoir des mécanismes de retour, ça me paraît important. Vous savez, c'est ce que disait, c'est l'analyse de Girard sur Clausewitz. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui dit qu'il ne faut jamais humilier le vaincu. Ça, on connaît ces principes-là. Comment est-ce qu'on adapte ça? C'était le génie de Napoléon sous certains aspects. Comment est-ce qu'on adapte ça dans les débats télévisés, sur les plateformes, pour que ce ne soit pas si grave? Et surtout, quand vous avez quelqu'un qui dit je me suis trompé ici, qui puisse en sortir grandi et qui puisse éviter d'emmener de se radicaliser, d'emmener toute une partie en fait, de son auditoire dans une direction qui est néfaste. D'accord. Alors pour conclure, ce sera ma dernière question. Dans le contexte actuel, on voit bien que le contexte international se tend, la guerre informationnelle aussi. Est-ce que vous êtes optimiste quant aux usages éventuels des développements de l'intelligence artificielle dans cette guerre informationnelle, dans un futur proche? Alors optimiste, ça dépend sous quel sens vous le prenez. Je pense que ça va se développer de plus en plus. On a pensé pendant un temps qu'il n'y aurait que ça. On a pensé qu'il y aurait peut-être plus de conflits de haute intensité comme on les vit aujourd'hui, que c'était quelque chose du passé. Bon, l'histoire nous rappelle à son souvenir de façon parfois brutale. Je pense que les deux vont se combiner. Et peut-être pour vous quitter avec une réflexion qui me paraît vraiment être prégnante dans cet écosystème-là, si on regarde the big picture, pardon pour les anglicismes, mais vous avez quelqu'un, Foucault, Michel Foucault, qui s'est rendu compte de quelque chose au tournant de la modernité. La population, alors le souverain, le prince, regardait jusqu'à présent à l'extérieur. Il disait il faut que je fasse de la conquête territoriale, ma puissance vient de mon armée, de la conquête territoriale que j'arrive à faire et de la soumission des peuples. À ce moment-là, on s'est rendu compte, notamment avec le développement de la statistique, qui a été de pair, que la puissance venait de l'intérieur. Il fallait gouverner efficacement une population pour qu'elle prenne les armes, pour la connaître efficacement, combien de personnes j'ai, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont spécialisés dans les bons secteurs économiques, parce qu'il fallait qu'on soit économiquement fort, militairement fort, et ainsi de suite. Donc la puissance à partir de ce moment-là se voit comme la capacité à gérer efficacement une population. On le voit par certains États qui sont très puissants sur ça aujourd'hui. Et le message positif, c'est qu'en fait, la puissance vient de l'intérieur. Donc, aujourd'hui, quand vous avez des manœuvres désinformationnelles, elles visent à casser cette puissance à l'endroit même, c'est ce qu'on appelle l'objectif intérieur, casser le rapport entre les gouvernés et les gouvernants pour pouvoir miner cette puissance. Donc voilà, peut-être pour conclure là-dessus, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça parce que l'objectif est interne. On le voit également dans tous les conflits qu'on appelle aujourd'hui, enfin depuis un petit moment, non conventionnels. Le terrorisme, par exemple, travaille sur ce genre de mécanisme. Et peut-être l'aspect positif, voilà, c'est de dire que la puissance vient d'une relation saine entre les dirigeants et leurs gouvernés. D'accord, donc c'est au niveau intérieur de restaurer, de renforcer cette relation. Merci beaucoup Hubert Etienne pour ce très éclairant entretien et merci beaucoup de nous avoir suivis dans les cafés stratégiques du PDSF 2025. Nous reprenons dans quelques minutes après une pause. Merci. Merci à vous.